La douleur au genou chez les jeunes athlètes. C'est un problème tellement courant qu'on pourrait presque croire que c'est un passage obligé. Absolument. Et au cœur de cette douleur, il y a souvent un nom qui sonne un peu terreau, un peu barbare. La maladie d'Osgood-Schlatter. Voilà, la fameuse bosse douloureuse juste sous la rotule. Exactement. Celle qui met pas mal d'ados sur le banc de touche. Et face à ça, il y a une solution qu'on voit sur tous les terrains. La petite sangle? Cette simple petite sangle de tissu qu'on place juste sous le genou. Et pendant des décennies, cette sangle, c'était une énigme. Ah oui, pour certains c'est miraculeux, la douleur disparaît, et pour d'autres, Rien. Inutile. Alors, la question était toujours la même. Placebo ou éculias? Ou véritable outil biomécanique? Le mystère est resté entier. jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Et c'est justement là que la science a décidé de jouer un peu les détectives pour enfin avoir une réponse claire. Notre analyse aujourd'hui, elle s'appuie sur une étude très récente, publiée le 1er décembre 2024 dans le Journal of Sports Science and Medicine. D'accord. L'article s'intitule Quantitative Analysis of Quadriceps Forces in Adolescent Females During Running with Infrapatellar Straps et il est signé par Sheyang Zhang et son équipe. Un titre très précis. Très précis. Et notre mission, c'est vraiment de plonger au cœur de leurs travaux pour comprendre non pas si ça marche, mais comment ça marche. Pour la toute première fois, on a des chiffres, des mesures de ce qui se passe à l'intérieur du genou. Ah, enfin. On quitte le terrain des anecdotes pour entrer dans celui de la preuve. Parfait. La science qui se penche enfin sur un remède de terrain, j'adore. Alors, avant de voir comment ils ont fait pour espionner l'intérieur d'un genou, Oui, rappelons peut-être en 2 mots ce qu'est cette maladie d'Osgood-Schlatter. Parce que derrière le nom compliqué, le mécanisme est assez simple, non? tout à fait. L'image la plus simple, c'est celle d'une corde très puissante qui serait attachée à un mur dont le ciment n'est pas encore tout à fait sec. D'accord. La corde, c'est le tendon rotulien. C'est le prolongement du quadriceps, le muscle le plus puissant du corps. Et le mur? Le mur, c'est son point d'ancrage sur le tibia, un endroit qu'on appelle la tubérosité tibiale. Or, chez les ados en pleine croissance, cette zone est encore en partie cartilagineuse. Elle est encore fragile. Voilà, elle n'est pas totalement ossifiée, l'ancrage est encore un peu mou. Donc à chaque course, chaque saut, chaque shoot dans un ballon, Le muscle tire. le quadriceps tire violemment sur cette corde qui elle-même tire sur son ancrage fragile. Et quand la traction est trop forte, trop répétée, l'ancrage s'irrite, il s'enflamme. Et la petite bosse douloureuse apparaît. C'est ça, on appelle ça une apophysite de traction. C'est une excellente image. On comprend tout de suite le conflit entre, d'un côté, un muscle qui devient très puissant, et de l'autre, un squelette qui n'a pas fini sa maturation. Et ça touche qui, principalement? On a souvent l'image des jeunes garçons footeux. Historiquement, oui, on a toujours associé ça aux garçons entre 10 et 15 ans, et c'est un des points fascinants de l'étude. La grande majorité de la recherche s'est concentrée sur eux. Ah oui. Sauf que, comme le soulignent Diang et ses collègues, des données plus récentes montrent que les TOS sont en fait très similaires chez les filles. Intéressant. Généralement un peu plus jeunes, entre 8 et 14 ans. Et avec l'explosion du sport féminin, il y avait un vrai manque dans la recherche. Un angle mort. Exactement. Donc cette étude est cruciale car elle se focalise exclusivement sur des jeunes filles, ce qui est assez rare pour être souligné. C'est un point essentiel. Mais en vous écoutant, je reste bloqué sur une question très pratique. On parle de force, de traction. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer avec précision la force, en newton, d'un muscle qui est à l'intérieur de la jambe, Oui, pendant que la personne court? Ça me paraît relever de la science-fiction. On ne peut pas juste planter un capteur dans le muscle? non, en effet, ce serait un peu invasif. Et c'est là que la méthode de l'étude est absolument brillante. Ils ont utilisé un cocktail de technologies de pointe sur 16 adolescentes en bonne santé. Imaginez un studio de cinéma pour les effets spéciaux. D'accord. D'abord, un système de capture de mouvement avec 10 caméras infrarouges. Elles suivent des petits marqueurs réfléchissants placés sur le corps. Ça leur donne la cinématique, c'est-à-dire le mouvement de chaque os au millimètre près. Ok, donc on a le squelette qui bouge en 3D. C'est déjà impressionnant. Ensuite, elles courent sur un parcours qui intègre des plaques de force. Pour mesurer l'impact au sol. Exactement, la force et la direction de chaque appui. Et enfin, on colle des électrodes sur la peau, L'électromyographie, l'EMG. voilà, pour enregistrer l'activité électrique des muscles du quadriceps. On sait donc quand et avec quelle intensité ils se contractent. Mouvement, impact, signal électrique, c'est une sacrée base de données. Mais je ne vois toujours pas le chiffre de la force, la tension dans le tendon. Et c'est là qu'intervient la pièce maîtresse, un logiciel de modélisation musculo-squelettique qui s'appelle OpenSim. OpenSim.
C'est un outil incroyable qui permet de créer, on pourrait appeler ça un avatar numérique biomécanique pour chaque participante. Un avatar numérique. Le logiciel prend toutes les données, la position des os, les forces au sol, et il construit un modèle 3D personnalisé de la jambe. Puis, il utilise un processus de calcul qu'on appelle la dynamique inverse. La dynamique inverse. Expliquez-nous ça simplement. Alors pour faire très simple, le logiciel connaît le résultat final, la jeune fille qui court, Oui. et il va travailler à rebours pour calculer les forces exactes que chaque muscle a dû produire pour générer ce mouvement précis. Ah d'accord. C'est un peu comme si vous regardiez la vidéo d'un immeuble qui s'effondre et qu'en analysant la chute des débris, vous pouviez en déduire la puissance et l'emplacement exact des explosifs. C'est une super image. Ça permet de quantifier ce qui se passe à l'intérieur sans jamais y toucher. C'est exactement ça. Alors là, attendez. Un avatar numérique biomécanique, ça sonne incroyable, mais mon réflexe de sceptique s'allume. Mhm. On parle d'un modèle informatique. Qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas juste une simulation très sophistiquée qui sort des chiffres jolis, mais déconnectée de la réalité du corps? Et c'est une excellente question. C'est la question que tout bon scientifique doit se poser. Les chercheurs y ont répondu par une étape cruciale, la validation. Comment on valide ça? Eh bien, ils ont comparé une donnée prédite par le modèle avec une donnée réellement mesurée. Le modèle OpenSim, il calcule une activation musculaire théorique, ce qu'il pense être nécessaire. D'accord. Les chercheurs ont comparé cette activation simulée avec l'activité électrique réelle, enregistrée par les capteurs EMG sur la peau. Et alors, le modèle avait raison? La corrélation était forte. Les courbes de la simulation et les courbes de la mesure réelle se superposaient très très bien. Ah ça, c'est un argument solide. Le timing des pics, leur intensité, tout concordait. Cette validation, elle donne un poids énorme à leurs résultats. On peut faire confiance aux forces calculées. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. D'accord, mon scepticisme est apaisé. Le protocole est vraiment solide. On arrive donc au moment de vérité. Le moment de vérité. Les 16 ados ont couru avec et sans la sangle. L'ordinateur a mouliné. Alors, le verdict. Le verdict est un oui franc. Mais c'est un oui qui cache une complexité passionnante. D'accord. La première grande découverte, c'est que, globalement, la sangle fonctionne. Elle réduit de manière significative la force totale produite par le quadriceps. La force totale. Oui, que ce soit la force maximale, donc le pic le plus haut, ou ce qu'ils appellent la force accumulée, c'est-à-dire l'effort total sur toute la foulée. Donc, non seulement ça tire moins fort au moment le plus intense, mais l'effort global du muscle est aussi diminué. En clair, c'est exactement ça. Ok, donc une réduction globale de la force. C'est déjà un résultat majeur, ça prouve que ce n'est pas juste dans la tête. Absolument. Mais j'imagine que le diable se cache dans les détails. Le quadriceps, ce n'est pas un seul bloc de muscles, c'est un groupe. Est-ce que cet effet est uniforme ou est-ce que la sangle joue ses favoris? Vous mettez le doigt sur la deuxième découverte. Et c'est la plus importante de l'étude. Non, l'effet n'est absolument pas uniforme. Ah, Le quadriceps, c'est 4 chefs musculaires. L'étude montre que la réduction de force, elle provient presque exclusivement de 3 d'entre eux. Les vastes. les vastes. Le vaste latéral, à l'extérieur de la cuisse, le vaste médial, à l'intérieur, et le vaste intermédiaire qui est caché en dessous. Et le plus fort, c'est que cette réduction est maximale pendant la phase la plus critique, La phase d'appui. la phase d'appui, quand le pied est au sol. C'est le moment où le quadriceps travaille comme un fou pour absorber le choc et nous propulser. Donc ça agit pile au bon endroit et au bon moment. Pile au bon endroit et au bon moment. C'est fascinant. La sangle agit comme un modérateur sur les 3 plus gros moteurs du groupe. Mais attendez, quadri, ça veut dire 4? Oui, On a parlé des 3 vastes. Qu'est-ce qui se passe pour le 4e membre? Celui qui est juste devant, le droit fémoral. et voilà le twist, la révélation de l'étude. La sangle n'a quasiment aucun effet statistiquement significatif sur le droit fémoral. Aucun effet. Ou très peu. Le rectus femoris en latin. Sa force maximale n'est pas réduite, sa force accumulée non plus. C'est comme si la sangle disait au vaste « Eh, calmez-vous un peu ». Mais que le droit fémoral n'entendait rien et continuait de travailler de la même façon. C'est ça. Cette dissociation de l'action est une découverte fondamentale. D'accord. Là, ça devient vraiment contre-intuitif. Un bootstrap qui cible son action sur certains muscles, mais pas d'autres. Alors, si on traduit ça en termes pratiques, Oui. qu'est-ce que ça veut dire pour l'ado qui a mal au genou, pour ses parents, son coach, qui se demande s'il faut acheter cette sangle à 15 €? Ça veut dire qu'on passe d'un remède un peu au petit bonheur la chance à une approche qui pourrait devenir bien plus personnalisée. C'est-à-dire? L'étude nous dit que la sangle, ce n'est pas une question de oui ou non, mais une question de pour qui. Son efficacité dépend de la signature biomécanique de l'athlète. D'accord.
Si la douleur de l'adolescent vient principalement d'une sursollicitation de ses muscles vastes, il court beaucoup, il saute beaucoup, ses vastes tirent trop fort, alors oui, Là, la sangle est une super solution. c'est probablement une solution fantastique. Elle va directement agir sur la source du problème en allégeant la charge. Mais le corollaire, c'est que si le problème vient d'ailleurs, si le coupable principal c'est ce fameux droit fémoral que la sangle ignore, C'était exactement ça. Et c'est là que les auteurs nous rappellent une notion clé en médecine du sport pour les enfants. Pendant les pics de croissance, les os longs, comme le fémur, grandissent très vite. Parfois, plus vite que les muscles. le muscle n'a pas le temps de s'étirer. Voilà. Et le droit fémoral est particulier. Il est biarticulaire, il traverse la hanche et le genou. Il est donc très exposé au risque de devenir trop court par rapport à l'os qui s'allonge. Il devient raide. Donc, si je comprends bien, on peut avoir deux athlètes avec le même diagnostic d'os gousslateur, mais pour des raisons mécaniques totalement différentes. C'est ça. Le premier aurait des muscles vastes qui tirent trop fort à l'effort, Exactement. et le second aurait un droit fémoral qui est structurellement trop court et qui tire en permanence sur le genou, même au repos. C'est la conclusion la plus brillante de l'étude. Et ça expliquerait enfin pourquoi, sur le terrain, on voit des résultats si différents. Bien sûr, L'ado avec le problème de surutilisation des vastes va être immédiatement soulagé. forcément. Et celui avec le problème de raideur du droit fémoral ne sentira aucune différence parce que la sangle ne résout pas son problème de fond. Ce qui change tout au niveau clinique. Énormément. La recommandation qui découle de ça, c'est qu'avant de prescrire une sangle, il faudrait peut-être évaluer la souplesse du quadriceps. Et spécifiquement celle du droit fémoral. Voilà, un simple test d'étirement pourrait orienter le traitement, soit vers la sangle, soit au contraire vers un programme d'assouplissement. En résumé, la petite sangle qu'on croyait si simple est en fait un instrument de biomécanique étonnamment sophistiqué. C'est bien résumé. Ce n'est pas un placebo, ni un remède universel. C'est un outil ciblé qui modifie la répartition des forces au sein du muscle le plus puissant du corps. Et son efficacité, finalement, ce n'est pas une question de chance. C'est une question d'adéquation entre son action et la cause réelle de la douleur. C'est une excellente synthèse. Cette recherche est un cas d'école. Elle prend un traitement utilisé de façon empirique presque, traditionnelle, depuis des décennies, Oui, et elle lui donne ses lettres de noblesse scientifique. Elle ne dit pas juste « ça marche » ou « ça ne marche pas », elle nous explique le comment, le pourquoi et surtout le pour qui. c'est la différence entre constater et comprendre. Exactement. C'est un magnifique exemple de la façon dont la biomécanique peut rendre les traitements plus intelligents et plus personnalisés. Et ça ouvre une perspective vertigineuse. On est en droit de se demander combien d'autres remèdes sportifs courants, Mhm. des bandes de kinésiologie colorées aux athlètes en tout genre, fonctionnent de manière aussi spécifique et encore incomprise. Combien d'équipements aident certains, tout en étant inutiles pour d'autres qui ont le même diagnostic, mais une cause biomécanique subtilement différente. C'est une question passionnante. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, creuser la méthode, voir les graphiques de force, les stats, l'article original de Xueying Zhang et son équipe est une lecture que nous recommandons vivement. Même si c'est un peu technique. C'est dense, mais c'est une mine d'informations pour quiconque s'intéresse à la science du sport. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines analyses.